Bernanos n'est pas actuel. D'abord, actualité, qu'est-ce que ça veut dire? Il est éternel, donc il est présent, il est toujours nécessaire. Une vie, une œuvre. Georges Bernanos, le dernier témoin de la pitié sacrée. Une émission de Laurence Cosset. Bernanos est autrefois appelé Socrate, puis il s'est appelé Voltaire au moment de l'affaire Calas, puis il s'est appelé Chateaubriand dans les grands combats de la liberté du globe, puis il s'est appelé Zola au moment de J'accuse, et puis il y a eu Bernanos. Il y a eu Bernanos, un grand écrivain de presse, absolument nécessaire, qui faisait frémir le papier d'imprimerie comme la peau d'une femme à la limite. Et il y a une grandeur chez lui que je n'ai pas voulu imiter, une véhémence, mais qui m'a toujours habité. Jean Ederne Allier. Bernanos est un des grands compagnons de mon adolescence, et je me disais, un jour j'aurai la même force de vérité, de violence, d'intégrité que Bernanos. Je comprends très bien De Gaulle, qui avait réussi à l'époque à rallier à lui la plupart des grands écrivains, Mauriac, Malraux, dans une mesure moindre, mais il existe quand même Jean Dutour, d'avoir essayé de ramener à lui Bernanos, et ça n'a pas été possible, alors que Bernanos était gaulliste, et a été gaulliste pendant la guerre, alors qu'il était au Brésil. Et la fascination que De Gaulle avait pour Bernanos, c'était la fascination pour le plus grand, c'est-à-dire en matière de littérature, de presse, le plus libre. Alors, j'aime moins les romans de Bernanos, tout en les trouvant souvent remarquables. Il y a dans l'histoire de Mouchette, par exemple, et dans Sous le soleil Satan, les gouffres fondamentaux sont là. Mais si l'on compare, finalement, Bernanos peut-être avait romanesquement une faiblesse fondamentale, il était français, trop français. Il n'avait pas la grandeur de Dostoïevski. Bon, Mouchette, à côté des grands moments de Crime et Châtiment, et surtout des Possédés, de la Confession de Stravogwin, ben, ça n'arrive pas tout à fait au même niveau. Mais Bernanos a cette puissance qui fait les grands romanciers, cette puissance d'indignation, cette puissance de pitié profonde, de pitié des profondeurs. Quelqu'un qu'on connaît, le pire salaud, cesse d'être un salaud pour devenir quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Cette extraordinaire compassion qu'on se trouve seulement chez les romanciers chrétiens et chez les romanciers catholiques. Je crois que seul un catholique peut être un très grand romancier, et de plus en plus aujourd'hui. Et Bernanos était catholique. Qu'êtes-vous venu chercher ici ce matin? Que demandez-vous à votre prêtre? Des prières pour ce mort? Mais je ne puis rien sans vous. Je ne puis rien sans ma paroisse, mes frères. Tout juste une commune et un curé, ce n'est pas une paroisse. Certes, je voudrais vous servir, je vous aime. Je vous aime tel que vous êtes. J'aime vos misères. Il me semble parfois que j'aime vos péchés que je connais bien, vos pauvres péchés sans joie. Et c'est vrai que je souffre et prie pour vous de toutes mes forces. Beaucoup, ici ou ailleurs, diront peut-être que c'est assez, que je ne dois que prier et souffrir aussi longtemps que vous me refuserez vos âmes. Voilà du moins ce que m'ont appris mes maîtres jadis au séminaire. Mon Dieu, je pense peut-être comme eux, mais cette pensée ne va plus en moi jusqu'au fond, c'est fini. Que suis-je parmi vous? Un cœur qui bat hors du corps. Avez-vous vu ça, vous autres? Eh bien, je suis ce cœur-là, mes amis. Un cœur, rappelez-vous, c'est comme une pompe qui brasse le sang. Moi, je bats tant que je peux, seulement le sang ne vient plus. Le cœur n'aspire et ne refoule que du vent. Et vous? Je ne vous avais jamais vu. Je ne vous verrai sans doute jamais plus rassemblés en aussi grand nombre. Toute ma pauvre paroisse devant moi, face à face. Eh bien, c'est vrai qu'en me retournant pour vous souhaiter l'aide et la force du Seigneur, l'idée m'est venue. Non, ce n'est pas assez dire. L'idée est entrée en moi comme l'éclair, que notre paroisse n'existait plus, qu'il n'y avait plus de paroisse. Oh, naturellement, le nom de la commune figure toujours sur les registres de l'archevêché. Seulement, il n'y a quand même plus de paroisse. C'est fini. Vous êtes libres. Vous êtes libres, mes amis. 100 fois plus libres que les sauvages ou les païens. Tout à fait libres. Libres comme des bêtes.
Ça ne date pas d'hier, bien sûr, ça vient de loin. Célon a tué une paroisse. Celle-ci aura tenu jusqu'au bout. Maintenant, elle est morte. Pour moi, Bernanos, c'est notre Dostoïevski. Gérard Leclerc. Et, la difficulté qu'on peut concevoir à l'approche de Dostoïevski, eh bien, il faut la concevoir à la lecture de Bernanos. Bernanos n'est pas un romancier facile parce que c'est un romancier des profondeurs. Je mets profondeur entre guillemets parce qu'il va là où il y a les grands conflits intérieurs. Toute l'œuvre romanesque de Bernanos, c'est cet extraordinaire témoignage sur ce qu'il y a de pathétique dans l'homme et ce qui recherche une libération, une délivrance. Et cette libération et cette délivrance apparaît dans Bernanos, même si c'est au terme d'un extraordinaire combat intérieur, mais c'est possible parce qu'il y a la grâce et il y a la joie. Bernanos parlait un jour de Balzac, parce que Dieu sait si Balzac l'a profondément impressionné, est probablement à l'origine de sa vocation de romancier. Dans sa grande belle maison de Fressin, dans le Nord, il y avait tout Balzac. Et le Bernanos adolescent a ses repères de la comédie humaine. Mais il y avait une dimension dans la comédie humaine qui était absente. Et la grande ambition de Bernanos, ça a été justement de faire appel à la grâce, enfin au péché et à la grâce pour comprendre le fond de l'homme. Et il voulait même aller plus loin que Dostoïevski. Il pensait que dans les possédés de Dostoïevski, il manquait le curé d'Ars pour comprendre le fond de l'âme de ses possédés. Pour Bernanos, l'écriture, le roman, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce dans le sens analogique le plus fort. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le prêtre pour Bernanos? Le prêtre, c'est le clinicien des âmes. C'est celui qui se penche sur l'humanité souffrante avec la plus extraordinaire lucidité. Et seulement cette lucidité, elle est d'un ordre supérieur qui est celui de la charité. L'antithèse de Bernanos, c'est, je dirais, le témoin qui soupçonne et le clinicien des âmes qui aime et qui guérit en profondeur. Cette libération des âmes, ça ne peut être qu'une libération à travers la grâce, c'est une libération sacramentelle. Si je voulais résumer en quelques mots pour des amis l'essentiel de ce que fut ma formation religieuse et morale, je dirais que j'ai été élevé dans le respect, l'amour, mais aussi la plus libre compréhension possible, non seulement du passé de mon pays, mais de ma religion. Comprendre pour aimer, aimer pour comprendre, c'est bien là probablement notre plus profonde tradition spirituelle nationale. C'est ce qui explique notre horreur de toute espèce de pharisaïsme. Dans ma famille, catholique et royaliste, j'ai toujours entendu parler très librement et souvent très sévèrement des royalistes et des catholiques. Je crois toujours qu'on ne saurait réellement servir, au sens traditionnel de ce mot magnifique, qu'en gardant vis-à-vis de ce qu'on sert une indépendance de jugement absolue. C'est la règle des fidélités sans conformisme, c'est-à-dire des fidélités vivantes. Bernanos était par excellence quelqu'un qui ne conservait jamais ses écrits. Ça a duré toute sa vie et c'est comme ça que, encore aujourd'hui, nous retrouvons à travers le monde, le Brésil, des documents inédits. Jean-Loup Bernanos. Et parce que son premier livre, le premier livre qu'il ait proposé à l'édition a été Sous le soleil de Satan, quoique précédé quelques années plus tôt d'une nouvelle qui s'appelait Madame d'Argent, et que lui-même, à plusieurs reprises, dit « j'ai commencé d'écrire à 40 ans », d'ailleurs se vieillissant de 2 ans supplémentaires.
Eh bien, les premiers critiques en ont déduit qu'il avait une vocation tardive et qu'il avait commencé à écrire très tard. Or, des découvertes récentes, à travers une correspondance avec un de ses amis d'enfance qui s'appelait Yves de Colville, on s'est aperçu qu'en réalité, à 20 ans, il avait entrepris déjà des romans. Et en fin de compte, il a commencé à écrire très tôt. Pendant la guerre, il écrit à sa fiancée parlant d'une pièce de théâtre qu'il est en train de rédiger. Tout ça, ça a disparu. Donc une vocation relativement précoce, une vocation aussi très particulière en ce sens que c'est une vocation chrétienne, une vocation d'écrivain chrétien. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est quelqu'un qui décide jeune de servir dans l'écriture, c'est-à-dire de témoigner par le moyen de l'écriture d'autre chose que de l'art? Ah ben c'est même exactement ça, puisque à sa communion, qui a joué un rôle capital dans sa vie, il a demandé un certain nombre de choses à Dieu. Et parmi ces choses, il y avait notamment d'être missionnaire. Et longtemps, certains ont pensé que pour lui, être missionnaire, c'était en fait devenir ecclésiastique. Or, en fait, c'était faux, puisqu'il avait réglé cette question dans une lettre à un de ses anciens professeurs prêtres, en disant qu'il ne voulait pas se faire prêtre, parce qu'il savait bien qu'il n'était pas fait pour ça. Mais par contre, il avait demandé à être missionnaire. Et je crois que c'est cette mission-là qui lui a été attribuée à la suite de sa demande. Dans une lettre au père Dombès, juste à la fin de la guerre de 14-18, il dit l'écriture m'est imposée, c'est le sens même de ma vie. Le métier littéraire ne me tente pas, il m'est imposé. C'est le seul moyen qui m'est donné de m'exprimer, c'est-à-dire de vivre. Pour tous, une émancipation, une délivrance de l'homme intérieur, mais ici quelque chose de plus, la condition de ma vie morale. Nul n'est moins art pour l'art, nul n'est moins amateur que moi. C'est pourquoi le mal est sans remède. En enterrant ma vocation, on m'enterre avec elle et les idées dont je vis. Je ne suis plus qu'un automate dans le monde. Ce sacrifice ne m'est pas demandé. Au-delà des thèmes, moi, je trouve que ce qui est le plus actuel chez Bernanos, c'est sa manière d'aborder les problèmes. Jacques Gilliard. Et son écriture aussi. Comme chez les grands écrivains catholiques, comme Péguy en particulier, mais c'est vrai également pour Léon Bloy, d'une certaine manière pour Chateaubriand. On pourrait dire que toute leur moralité, toute leur éthique se réfugie dans l'écriture. Ou plus exactement, pour dire les choses autrement, que l'écriture est l'expression même de leur éthique. Ça, je crois que c'est essentiel pour comprendre Bernanos. Ça n'est pas quelqu'un qui a un style au sens où il s'est choisi des tournures, où il s'est choisi des adjectifs, où il s'est choisi un phrasé particulier. Je crois que sa phrase, que son paragraphe même, est l'expression même, non seulement de sa pensée, mais comme toujours, c'est une pensée en mouvement, et je dirais une pensée en indignation. C'est l'expression même de cette indignation. Alors, je me suis souvent posé la question, d'ailleurs, de savoir pourquoi il y avait cette tradition de polémistes catholiques. On peut la faire remonter, naturellement, à Pascal, mais les noms que je vous ai cités, Chateaubriand, Léon Bloy, Veuillot, Mauriac, Clavel, on pourrait en aligner toute une série, et naturellement, Bernanos est un des plus grands parmi tout cela. C'est tout simplement parce que la manière qu'ils ont, d'abord qu'ils ont de la modernité, chose qu'ils ont tous détestée, d'une certaine manière. La modernité est une manière polémique et que c'est dans la démarche même de leur indignation que jaillit l'écriture. En ce qui tient à son aspect virulent, mais d'abord il appartient à une époque qui était encore virulente, enfin qui pouvait encore admettre la virulence. Hubert Jeun. Maintenant nous ne l'acceptons plus parce que on est immédiatement convoqué devant les tribunaux, etc. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et d'autre part, Bernanos n'est pas du tout le plus virulent de tous les pamphlétaires, de tous les essayistes du temps. Simplement, il s'est forgé dans un combat de proximité, dans une expérience, n'est-ce pas? Expérience de Rouen. C'est-à-dire qu'il écrit, lui, dans un journal d'Action française, mais c'est évidemment parce qu'il a en face de lui un adversaire de gauche qui a toutes les vertus intellectuelles de la gauche, toute la finesse, si on peut dire, de la gauche, et qui est Alain.
Et c'est dans ce combat avec Alain que se forge l'auteur des Grands cimetières sous la lune. Et puis la guerre éclate, il fait la guerre, comme tout le monde, dans les tranchées, avec le grade de caporal, c'est donc en contact direct avec les gens les plus simples. Et il y a quand même eu un événement heureux durant cette guerre, c'est son mariage en 1917, ce qui était quand même une preuve d'espérance, avec ma mère. On me voit sous les traits d'un bigot effroyable, vêtu d'un sac et d'une corde, sa discipline à la main. Laisse dire, ma chère, l'effroyable bigot aime les vins illustres, la bécasse et le levreau rôti. Il tâche de lire le païen Catulle, parle assez proprement de l'amour, et pour voler un baiser sur ton épaule impériale, il n'attend pas la décision d'un concile. Des bas de fil ou de soie, il préfère aussi ceux de soie, qui font une jambe émouvante. Alors quoi? La guerre finie, il constate qu'en fait, il y a eu ceux de l'avant qui se sont fait tuer beaucoup inutilement, et puis il y a ceux de l'arrière qui, tout en poussant, ceux de l'arrière, il les appelait ceux du derrière, ont continué à vivre, à vaquer à leurs affaires, à protéger leur fortune, et puis depuis du jour au lendemain, ça a été un relâchement qui, par certains côtés, est assez compréhensif. Les gens venaient de vivre 4 ans de guerre, mais pour lui, Bernanos, un tel sacrifice aurait dû automatiquement entraîner un renouveau, une transformation dans la société de l'époque. Or, chacun a repris ses petites affaires, et en 1939, lorsqu'éclate la guerre, la hantise de Bernanos, c'est que ça se reproduise. Donc c'est par réaction avec le climat délétère des années folles que Bernanos décide d'écrire son premier livre. Il s'en est expliqué, Sous le soleil de Satan, au portrait d'un saint aux prises avec Satan, rien de moins. Le glissement reprit d'une chute sans cesse accélérée, perpendiculaire. Les ténèbres où il s'enfonçait sifflaient à ses oreilles comme une eau profonde. Écartant les mains, il étreignit des 2 bras les solides épaules. Il s'y cramponna de toutes ses forces. Le torse qu'il pressait ainsi était dur et noueux comme un chêne. Sous le choc, il ne vacilla pas d'une ligne. Et le visage du pauvre prêtre sentit le relief et la chaleur d'un autre visage inconnu. C'est à ce moment même, et tout à coup, bien qu'une certitude si nouvelle ne s'étendît que progressivement dans le champ de sa conscience, c'est alors, dis-je, que le vicaire de campagne connut que ce qu'il avait fui tout au long de cette exécrable nuit, il l'avait enfin rencontré. Il fut à peine surpris d'entendre la voix qui disait « Qu'allez-vous bien? Ne tombez pas jusqu'à ce que ce petit accès soit passé. Je suis vraiment votre ami, mon camarade, je vous aime tendrement. » Un bras saignait ses reins d'une étreinte lente, douce, irrésistible. Il laissa retomber tout à fait sa tête, pressée au creux de l'épaule et du cou, étroitement, si étroitement qu'il sentait sur son front et sur ses joues la chaleur de la laine. « Dors sur moi, nourrisson de mon cœur, » continuait la voix sur le même ton. « Tiens-toi ferme, bête stupide, petit prêtre, mon camarade. Repousse-toi, je t'ai bien cherché, bien chassé. Te voilà comme tu m'aimes. Mais comme tu m'aimeras mieux encore, car je ne suis pas prêt de t'abandonner, mon chérubin, gueux tonsuré, vieux compagnon pour toujours. » C'était la première fois que le saint de l'Imbre entendait, voyait, touchait, celui-là qui fut le très ignominieux associé de sa vie douloureuse. Et si nous en croyons quelques-uns qui furent les confidents ou les témoins d'une certaine épreuve secrète, que de fois devra-t-il l'entendre encore, jusqu'au définitif élargissement? Le démon qui apparaît Sous le soleil de Satan, Béatrice Beck, est très bienfaisant, dans le sens, c'est un maquignon, mais il est soucieux de porter secours à l'abbé Donissan. Il l'a perdu,
il cherche à le perdre et à le détruire, et en même temps, il est bienfaisant, et puis il est réellement un maquignon aussi, tout en étant le démon, puisque le Carrier, après, qui emmène l'abbé Donnissan dans le bon chemin, puisqu'il était perdu, dit « Oh, mais je le connais bien, je lui ai acheté 2 juments ». Et je pense à cette phrase de Bernanos à propos de ces personnages, disant « Ils sont à la fois si vrais et si rêvés ». On est amené à penser que l'abbé Donnissan a réellement eu contact avec le démon, et en même temps, c'était un rêve vrai. Et puis, dans l'optique de l'Église et de la foi, c'est tellement vrai ce démon qu'il nous montre à travers plusieurs de ses livres, comme dans Monsieur Wynne également. On le retrouve dans la Bible, dans le livre de Job, où Dieu et le diable discutent et marchandent presque amicalement sur la façon dont Dieu permettra ou non au diable de tenter Job, et Dieu le permet. Donc, le démon est montré comme la partie ombreuse de Dieu, en somme, et la véritable forme de la prière du Notre Père, c'est « ne nous induis pas en tentation ». Non seulement le démon est un tentateur, mais Dieu également, et c'est une forme édulcorée et inexacte de « ne nous laisse pas succomber à la tentation », c'est bien « nenos inducas tentationem ». Et puis, quelque chose de très frappant aussi sous le soleil de Satan, l'abbé Donnissan, qui est un saint, dit « c'est Dieu qui commande chacun de nos gestes, et même quand nous le maudissons, c'est lui qui dirige notre main. » Donc, je comprends que ça puisse être infiniment troublant pour des croyants non prévenus. Bernanos n'est pas moderne, et c'est en cela que je l'aime aussi, parce que pour lui, le problème du mal est le problème essentiel de l'humanité. Notre modernité, si mollassonne et si vieillotte, fait tout pour éliminer le problème du mal. Alors il n'y a pas de grande démarche humaine, que ce soit Shakespeare ou que ce soit Dostoïevski, qui ne se confronte avec ce problème du mal. Et en cela, c'est notre modernité qui est ancienne, et c'est Bernanos qui est actuel. Est-ce qu'une des raisons pour lesquelles, semble-t-il, on ne lit plus que peu Bernanos n'est pas précisément cette hantise du mal? Je veux dire que son christianisme est un christianisme très loin du christianisme actuel, moderne, oui. Dans la mesure où c'est peut-être le dernier avatar du christianisme du 19e, ce christianisme terrible, ténébreux, écrasant. Bernanos parle de grâce, mais elle est loin, la grâce, elle vient par grâce. C'est vrai. Je crois que vous avez une très bonne expression quand vous dites que c'est un christianisme du 19e siècle, avec une espèce de terreur religieuse avec laquelle je me sens très mal à l'aise. En revanche, il y a dans ce pessimisme chrétien, qui est essentiel, quelque chose qui lui est actuel, qui lui est éternel et qui n'est pas du 19e siècle. C'est ce qu'il y a de profondément, non pas dramatique et même quelquefois un peu grand guignol, mais il y a une attitude pascalienne chez lui. Et alors là, la question de la grâce, enfin, le fait que pour lui tout est grâce, n'est-ce pas, à la fin des fins, que tout est grâce, même cette vallée de larmes qui est aussi, comme il dit, ce doux royaume de la terre, ça c'est quelque chose qui n'a pas vieilli, qui ne peut pas vieillir. Et je crois qu'encore une fois, le caractère moderne de l'œuvre de Bernanos, c'est ça, c'est d'avoir, comme dit Robert Bresson, fait son surnaturel avec son réel. Philippe Delaroche. La difficulté, je crois, pour un lecteur d'aujourd'hui, c'est que quand on ouvre un livre de Bernanos, on ne peut pas dire c'est formidable parce que l'intrigue est formidable. Et on n'a même pas l'étiquette qu'on a pu coller ensuite à des œuvres postérieures d'autres auteurs en disant c'est la littérature de l'absurde, ou c'est ceci, ou c'est cela. On n'a même pas ce moyen-là. On plonge, il y a des épaisseurs, on brasse, et on est obligé de s'abandonner. Je crois que c'est quand on s'abandonne qu'on découvre qui est Bernanos, c'est-à-dire quelqu'un qui, encore une fois, avait un corps. Je pense à ce témoignage qu'avait donné Françoise Malégeris dans un cahier de Lerne. Elle se souvient enfant de Bernanos, reçu par ses parents, qui se rend à une fenêtre et qui
dit, comme tous les invités de la maison, vous avez une belle vue. Et Françoise Mallet-Joris relève ceci, c'est-à-dire que Bernanos ne regarde effectivement par la fenêtre. Elle remarque que son regard enveloppe tout le décor, les meubles, les personnes. Et par exemple, à un moment, elle cite, il y a une console qui frôle, ou que quelqu'un frôle et qui manque de tomber. Bernanos la rattrape à une vitesse fulgurante, alors que c'était quelqu'un d'assez fort, sans doute avec sa jambe raide, d'assez gauche. Et elle est frappée par la soudaineté du geste de Bernanos. Et on dit à Bernanos, mais qu'est-ce que vous êtes adroit? Et Bernanos dit non, j'étais là. Et, enfin, voilà ce qu'on sent. Il était comme ça, et dans ses romans, c'est le même bonhomme qu'on retrouve. Et d'une certaine façon inaudible, parce que justement, on a perdu complètement cette idée que l'âme était incorporée. Et qu'il ne suffisait pas de dire, d'écrire l'action d'un roman, de se demander quel était le criminel, etc., mais savoir quel était le lien entre ce crime et nous. Or, dans Bernanos, qui parle du pas d'un cheval ou d'un curé, il nous parle. C'est une espèce de tutoiement. L'année même où paraît Sous le soleil de Satan, en 1926, l'action française dont Bernanos s'était détaché depuis 1918 est condamnée par Rome. Dans un geste chevaleresque, Bernanos prend publiquement la défense de ses anciens amis. Et dès 1928, il entreprend la rédaction de son premier livre politique, La Grande Peur des Bien-Pensants. Cet essai, qui paraît en 1931, est un hommage à Drummond. Choix malheureux, car de Drummond, on ne connaît plus que la France juive, et Bernanos, qui, il faut le dire, ne se démarque pas de l'antisémitisme de l'époque, en restera définitivement et abusivement marqué. Drummond est parti d'un fait que son érudition prodigieuse a rendu évident pour tous. La conquête juive. Un petit nombre d'étrangers, d'une activité convulsive, tenus des siècles à l'écart de la vie nationale, jetés brusquement dans une société au cadre rompu, appauvris par la guerre, s'emparent comme à l'improviste des sources mêmes de l'argent, puis organisent aussitôt leur conquête, patiemment, silencieusement, avec un sens merveilleux de l'homme moderne, de ses préjugés, de ses tares, de ses immenses et débiles espoirs. Dès la moitié du XIXe siècle, aux premières places de l'administration, de la banque, de la magistrature, des chemins de fer ou des mines, partout, enfin, l'héritier du grand bourgeois, le polytechnicien à binocle, s'habitue à trouver ces bons hommes étranges qui parlent avec leurs mains comme des singes, traînent nonchalamment sur les colonnes de chiffres et les cotes un regard de biche en amour auquel pourtant rien n'échappe. Si différent du papa bonnetier ou notaire, et comme tombés d'une autre planète, avec leurs poils noirs, les traits ciselés par l'angoisse millénaire, le prurite sauvage d'une moelle usée depuis le règne de Salomon, prodiguée dans tous les lits de l'impudique Asie. Aux fils d'avares, élevés dans le mépris du passé, l'indifférence profonde de la tradition de leur propre race, les maîtres étrangers apportent une mystique nouvelle, admirablement accordée à celle du progrès, au moderne messianisme, qui n'attend que de l'homme la révélation du Dieu futur. Dans ce paradis d'ingénieurs, nus et lisses comme un laboratoire, l'imagination juive était seule capable de faire jaillir ces fleurs monstrueuses. Mais de toute façon, vous savez qu'il n'est pas antisémite. L'antisémitisme prend à cette époque, avec l'affaire Dreyfus, un tournant qu'on remarque généralement peu. L'antisémitisme est une pratique de la gauche, jusque-là. Pas de la droite. Enfin, si vous voulez, qui reçoit les banquiers juifs, qui reçoit les officiers juifs, qui reçoit le grand monde juif? C'est le Faubourg Saint-Germain. Qui dénonce les juifs comme cosmopolites, comme gens qui ruinent l'État, sinon pas le sens de l'État et de la nation? C'est la gauche. Regardez la difficulté que va avoir Guesde, par exemple, ou qu'on aura, plus exactement, à tirer Guesde vers les défenseurs de Dreyfus. Il dit ça, c'est une histoire de bourgeois. Moi, ça m'intéresse absolument pas du tout. Moi, tout ça, ce sont les grandes familles. Quant à Bernanos,
Il va changer profondément, encore une fois, l'épreuve des faits. À partir de 1931, Bernanos, qui ne croit plus que l'action française puisse connaître de renouveau spirituel, s'en éloigne à nouveau. La Brouille est publique en 1932, marquant la césure entre les deux temps de l'engagement idéologique de Bernanos, d'abord maurassien, puis antifasciste. Entre-temps, le romancier n'a pas désarmé puisque sont parus L'Imposture en 1927 et La Joie en 1929. L'abbé Chevance venait de tourner les yeux vers l'entrée de son parloir et les reporter sur mademoiselle de Clergerie avec une expression indéfinissable de terreur et de volonté. Le râle qui sortit de sa gorge n'avait plus l'accent d'aucune plainte humaine. Il était le creux soupir d'une bête harassée. Mademoiselle de Clergerie cacha son visage dans ses mains. « Est-il vrai que vous n'ayez rien à me dire ?» demanda-t-elle. « Rien. Bénissez-moi du moins. Cela vous fera du bien. Bénissez-moi comme vous l'avez fait tant de fois, une fois encore, une fois pour toujours. Taisez-vous, souffla le moribond. Vous ne pouvez me tirer d'ici, ni vous ni les autres. À quoi bon? Il est dur de mourir, ma fille. On ne meurt pas volontiers, ajouta-t-il après un silence. Elle essaya encore bravement de sourire, les yeux pleins de larmes. « Vous ne m'avez pas béni. Me refuserez-vous cela aussi ?»« Que vous importe, répondit-il sèchement, d'une voix soudain raffermie. Quel prix pouvez-vous bien attacher à la bénédiction d'un homme qui ne sera plus demain que de la terre? Pourquoi ne me laissez-vous pas finir en paix? Qu'auriez-vous à me donner, ma fille? Je voudrais vous donner ce que j'ai, ce que vous aimiez si fort et dont je n'ai plus besoin maintenant. Je n'en aurai jamais plus besoin, jamais. Ma joie, ma pauvre joie qui vous plaisait. Bernanos abandonne tout métier, il est marié, il a déjà 2 enfants, il en aura bientôt 6. Et il se lance dans l'écriture à corps perdu. Ce qui est assez frappant, c'est que dès le début, et cela non plus ne le quittera pas, c'est la vache enragée. C'est-à-dire que le succès est immense, mais jamais la fortune ne vient à la clé. Non, jamais la fortune ne vient. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'argent lui coulait entre les doigts. C'était vraiment pas un homme d'argent. Et puis ensuite, l'éditeur de l'époque... lui a obtenu des contrats assez exceptionnels avec Bernanos, qui était tellement étonné qu'on veuille bien l'éditer, qu'il a signé un contrat de 5 romans à telle et telle condition. Et puis il avait déjà une famille assez nombreuse. Et quelques années après, Sous le soleil de Satan et L'Imposture et la Joie, il en était arrivé pour pouvoir vivre, à demander à son éditeur de le payer à la page. Il y a une phrase de lui que je trouve très émouvante. Il écrit dans une lettre à propos de 2 de ses romans, L'Imposture et la Joie, qui sont parus en 27 et en 29. Donc il avait une grande fécondité littéraire. Il écrit à propos de ces 2 livres: « Personne n'est obligé de savoir, mais moi je le sais, quel roman eût été L'Imposture et la Joie si le temps m'avait été laissé de fondre les 2 volumes en un seul. » Et plus tard, à propos d'un crime, il écrira « Je crois que j'étais fait pour écrire de beaux livres et le temps me manque. Au train où je vais, saigner de 2 ou 3 pages par jour une paille, je sais que l'éditeur m'aura. L'arbre ne donnera que des fruits verts. Du point de vue moral, c'est un peu plus dégoûtant qu'un meurtre, et du point de vue commercial, c'est une entreprise idiote. » Et somme toute, jamais dans sa vie, Bernanos n'aura cette paix dont vous parlez, cette sécurité minimale pour écrire tranquillement. Jamais. Il avait pensé l'avoir au Brésil lorsque nous sommes partis, parce qu'il voulait créer une exploitation agricole, avoir des vaches, du bétail, travailler la terre avec ses fils et un neveu qui était venu le rejoindre. Et puis la guerre a éclaté. Le neveu et les 2 fils aînés sont partis. Il s'est retrouvé seul et ça a été un échec total. Et il a eu cette réflexion à une amie brésilienne: je pensais en venant ici que mes vaches nous nourriraient et que je pourrais écrire tranquillement des livres, je vais me reprendre la plume pour nourrir les vaches. J'écris toute la journée. J'écris d'ailleurs tous les jours.
au fond de cafés tristes et bariolés comme l'Espagne. Quand le soir vient, j'ose à peine éternuer, de peur de retrouver mon cerveau dans mon mouchoir. L'ignoble nécessité pompe jour et nuit à toutes les issues de ma pauvre vie. Il ne restera bientôt plus dans la toile d'araignée que le cadavre d'une abeille, tout à fait vide. Priez pour elle. Avant le Brésil, il y a eu d'abord un départ pour l'Espagne, pour Majorque, en 1934. On sait que c'était pour des raisons matérielles. Il espérait que la vie là-bas serait moins chère. Exactement. On lui avait dit que la vie était moins chère à Palma de Majorque. Et il est allé voir sur place. Mais ce qui est certain, c'est sur le plan matériel, malgré que Bernanos ait, par certains moments, au moment de parution de certains romans, touché certaines sommes d'argent, Bernanos a vraiment vécu la pauvreté. D'ailleurs, à Majorque, il croit trouver là une vie peu chère. Peut-être la vie est-elle peu chère, mais enfin, c'est toujours pour lui la chienne de vie, la pauvreté. C'est l'article ou la mort. Voilà, ça viendra plus tard, cette réflexion. Hein, mais là, c'est la page ou la mort. Il écrit les pages, il les envoie à son éditeur à Paris, qui lui envoie en retour un mandat. Et alors, il y a les événements. Et il y a les complications de poste. Alors il faut s'arranger avec les commandants des bateaux qui viennent mouiller dans la rade de Majorque pour recevoir de l'argent. Il parle d'une manière très drôle, parce que c'est un écrivain drôle, on ne le dit pas assez, de cette situation de pauvreté. Il écrit dans une lettre « La nécessité est en train de me drainer le cerveau par le nez et les oreilles. 4 ou 5 ans de ce régime me débarrasseront définitivement de cet organe qui ne m'a jamais donné que du souci. Et quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie. » C'était un homme de route, c'était un homme qui avait toujours besoin de partir, c'était son goût de l'aventure, si vous voulez, qui faisait que même en France, il n'arrêtait pas de changer de logement. Il y a eu 30, 32 ou 33 déménagements dans l'existence de mes parents, ce qui, imaginé pour ma mère, n'était pas si simple. Je pense souvent à elle. Elle a dû jouer un rôle considérable dans l'équilibre de cette tribu sans le sou, où le chef de famille avait une vocation très particulière. Oui, et malheureusement, ça ne se sait pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai essayé de rectifier un peu le tir dans ma biographie, hein, parce que elle a été une collaboratrice effacée, mais extrêmement efficace pour Bernanos. D'abord, en acceptant la vie qu'il lui a imposée, parce que elle n'avait pas du tout été préparée pour ça. Elle venait d'une famille très à l'aise de Rouen et très connue. Elle descendait de Jeanne d'Arc. Descendante de Jeanne d'Arc. Alors, tous les ans, c'est elle qui portait la bannière à cheval, l'armure, etc., etc. Championne de tennis. Enfin, elle avait tout pour faire un mariage vraiment installé, heureux, tranquille. Et elle est tombée sur cette espèce de farfelu, hein, qui l'a entraînée dans une aventure qui a rarement été facile pour elle, et elle ne s'en est jamais plainte. Les difficultés matérielles n'empêchent pas que ces années majorquines sont pour Bernanos une période d'extraordinaire fécondité littéraire. Coup sur coup, il écrit Un crime, Le journal d'un curé de campagne, Nouvelle histoire de Mouchette, et il commence Monsieur Wynne, qu'il mettra 10 ans à achever. La douleur a cessé tout à coup. Elle était d'ailleurs si régulière, si constante que la fatigue aidant, je sommeillais presque. Lorsqu'elle a cédé, je me suis levé d'un bond, les tempes battantes, le cerveau terriblement lucide, avec l'impression, la certitude, de m'être entendu appeler. Ma lampe brûlait encore sur la table. J'ai fait le tour du jardin, vainement. Je savais que je ne trouverais personne. Tout cela me semble encore un rêve, mais dont chaque détail m'apparaît si clairement, dans une espèce de lumière intérieure, d'illumination glacée, qui ne laisse aucun coin d'ombre où je puisse retrouver quelque sécurité, quelque repos. C'est ainsi qu'au-delà de la mort, l'homme doit se revoir lui-même. Ah oui, qu'ai-je fait ? Voilà des semaines que je ne priais plus, que je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus.
Cette grâce des grâces se mérite comme une autre, et je ne la méritais plus, sans doute. Enfin, Dieu s'était retiré de moi. De cela, du moins, je suis sûr. Dès lors, je n'étais plus rien, et j'ai gardé pour moi seul ce secret. Bien plus, je me faisais une gloriole de ce silence gardé. Je le trouvais beau, héroïque. Je devrais être le maître de cette paroisse, et je m'y montre tel que je suis. Un malheureux mendiant qui va à la main tendue de porte en porte, sans oser seulement frapper. Ah, bien sûr, je n'ai pas refusé la besogne, j'ai fait de mon mieux. À quoi bon? Ce mieux n'était rien. Le journal d'un curé de campagne. Gérard Leclerc. C'est peut-être le roman de Bernanos qui a été le plus lu. C'est peut-être le plus accessible. En décrivant ce personnage du curé de campagne, Bernanos est au cœur de son projet d'écrivain, qui est un projet sacerdotal. Et comment mieux mettre en œuvre ce projet que de décrire un prêtre, de rentrer dans l'intimité d'un prêtre, et d'où le genre du journal. C'est un prêtre qui écrit à la première personne, qui raconte sa vie. Et qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Eh bien, le sacerdoce, avec Bernanos, il prend, je ne dirais pas les plus sombres couleurs, mais enfin une tonalité qui répugne à une certaine sensibilité moderne. Mais elle répugnait déjà, je crois, au temps de Bernanos. Et quand le film de Bresson est sorti dans les années 50, on a fait le même reproche. Moi, j'ai entendu autour de moi souvent dire, mais enfin, la vie sacerdotale, ça n'est pas cela. Enfin, ça n'est pas cette vie d'épreuve sans arrêt renouvelée, sans qu'un petit coin de ciel bleu apparaisse, et cette mort, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu, je dirais, épuisant. Mais il faut voir quand même que ce livre est d'un extraordinaire optimisme. Non pas l'optimisme selon le monde, mais selon la grâce. Alors, l'optimisme de la grâce, ben justement, il est présent dans ce petit curé qui apparemment a totalement échoué. Pas totalement d'ailleurs, parce qu'on le voit bien. Il y a des grands moments dans ce livre où on voit ce que c'est que la délivrance sacerdotale. C'est la grande scène avec la comtesse du village. Il y a un château dans ce village avec une comtesse qui a perdu un enfant très jeune. Et cette femme a été marquée au plus profond d'elle-même et par une révolte qu'elle n'a jamais avouée, mais qui lui a corrodé le cœur, enfin qui lui a transformé le cœur au point qu'elle reste profondément révoltée contre Dieu. Et il faudra la présence de ce petit curé pour qu'elle avoue, et non pas, c'est pas l'aveu psychanalytique, mais c'est l'aveu de miséricorde, c'est l'aveu qui réclame le pardon. Bon, ben c'est ça, c'est toute la vie sacerdotale. Et puis à la fin, il y a cette mort misérable en soi, chez un confrère de Lille, enfin qui habite à Lille, qui a défroqué, comme on disait à l'époque, qui vit avec une compagne là-bas, dans un logis assez misérable. Et c'est ce prêtre qui a défailli, on peut dire, qui va recueillir le dernier soupir de son confrère et qui va dire le dernier mot de cette vie sacerdotale: tout est grâce. Et on sait que ce mot « tout est grâce », Bernanos l'a pris à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il aimait beaucoup, qui est présente d'ailleurs dans son œuvre à travers la figure de Chantal de Clergerie dans l'imposture et la joie. Eh bien, tout est grâce, c'est la conviction profonde de Bernanos. Même ses vies les plus apparemment gâchées, gâtées, eh bien, elles sont pleines d'une espérance formidable, et à travers les péripéties de la vie, eh bien, on arrive en fait à ce retour de la joie, cette découverte de la joie qui est celle du salut.
Un jour du dernier automne, le maréchal Pourjat, qui fait aussi commerce de peau et à qui le père vend ses putois et ses fouines, l'a bousculé un peu vivement au fond de l'étable obscure, empestée, où il garde sa marchandise. Mouchette a laissé entre ses mains énormes un morceau de son jupon. Bien qu'elle se soit naturellement gardée de rien dire, le commis de la forge a parlé. Il a fallu que M. Pourjat vienne apaiser lui-même le père, tout brûlant d'alcool et de zèle paternel, qui menaçait de porter plainte auprès du garde champêtre. De cette scène mémorable, elle a retenu que la loi protège les filles de son âge, que pour un temps encore, elle jouit d'un privilège devant lequel s'incline un homme tel que M. Pourjat, qui est l'ancien adjoint au maire et trinque avec le député. Ainsi peut-être, l'instinct qui n'était au fond d'elle-même qu'endormi s'est éveillé lentement. Lentement s'est formée dans son cerveau têtu la seule fierté dont elle soit capable et pour laquelle, sans doute, elle est née. Qui prononcerait devant elle le mot de virginité la ferait sourire niaisement. Celui de pureté n'évoque guère que l'image physique d'une eau claire, ou plus naïvement encore, celle des belles jeunes filles que chaque été ramènent dans les châteaux d'alentour, vêtues d'étoffes fraîches, avec leurs mains longues qui s'attardent aux portières des voitures, leurs voix rieuses et douces. Mais sans doute, ce grand orgueil qu'elle a nourri en secret, l'orgueil affamé auquel nul être au monde n'a jeté l'aumône d'une vraie joie qu'elle a dû nourrir à ses dépens, nourrir de sa propre substance, a-t-il trouvé dans la puérile et brutale révélation de l'intégrité physique ce qui lui manquait pour s'épanouir? De ce corps chétif souvent marqué de coups griffés par les ronces, tanné par les bises d'hiver et que la mère habille de jupes ridicules taillées dans ses vieux caracots, elle ne tire aucune vanité. Sa pudeur farouche n'a rien de commun avec cet autre sentiment qui, à travers les siècles, doit infiniment plus aux peintres et aux poètes qu'au profond instinct de défense dont on le croit issu. Mouchette s'émerveille seulement qu'une fille puisse refuser sa jeunesse et que cette jeunesse ne se donne qu'une fois. La valeur du don ne lui importe guère. Elle supporte volontiers qu'il soit à la mesure de sa pauvreté, pauvre comme elle. Qu'on l'implore d'elle serait déjà une humble revanche. Mais au fond de son cœur, hier encore, une voix secrète lui disait qu'elle l'offrirait un jour. Qu'est-ce qui se passe? Hubert Jeun. Une succession d'énigmes, une succession de fragments. Quoi? Nous voilà dans une cour d'école avec une petite fille, Mouchette. La petite fille Mouchette part dans la forêt. Changement brusque de tout. La pluie qui, par une parole que va lui dire le braconnier Anselme, va devenir un cyclone. Faux. C'est une pluie, on lui dira le lendemain. Anselme l'emmène dans une cahute. Nouveau plan séquence. C'est pas lié tout ça. On voit pas très bien. Là, il lui raconte comment il a tué le garde-chasse. En fait, on apprendra qu'il ne l'a pas tué. Alors, nouveau plan séquence. Fuite à nouveau de Mouchette. Elle retourne dans la cahute où elle habite. Sa mère meurt. Il n'hésite pas aux grosses ficelles, d'ailleurs, Bernanos, il en a besoin. Sa mère meurt. Elle n'a pas pu lui dire « Anselme m'a violée ». Elle revoit son petit frère, il s'éveille quelque chose en elle. On ne sait pas, sentiment maternel, peut-être, on ne sait pas. Puis elle repart dans le village lui tourne un peu le dos, elle retrouve le garde champêtre, donc elle sait qu'Anselme ne l'a pas tué. Elle essaie de faire comprendre au garde champêtre qu'Anselme l'a violée, mais elle s'aperçoit qu'elle fait courir énormément de danger à ce garçon que finalement elle aime. Et ensuite, elle rencontre une vieille femme qui repasse des draps, qui est la veilleuse des morts, et qui est la mort même. On peut voir une figuration très exacte. Et puis Mouchette s'en va, nouveau plan séquence. Elle est attendue près d'une mare, un paysan passe près d'elle, son cheval,
Il pourrait peut-être lui tendre la main, lui dire 2 mots, elle serait sauvée, il ne dit rien. Et elle se laisse glisser dans la mare, mort de bouchette. Ainsi va le roman de Bernanos, c'est-à-dire pas sur un plan du réel. Il n'y a pas de réel. Non, puisque le garde-chasse devrait être mort, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui est devenu Anselme? On l'ignore. La mère meurt, oui, bien sûr. La vieille dame, qu'est-ce que c'est au fond? On ignore tout. Tout ce qu'on sait, c'est que le roman se déroule comme un jeu de marelle, parce qu'on passe de séquence en séquence. Il ne faut pas en manquer une, sinon on rate tout. Et on va trouver là un roman où les 2 structures du roman, qui sont donc 2 structures parfaitement énigmatiques, sont d'une part le monde spirituel et d'autre part le monde onirique. Car Bernanos est un écrivain du rêve. Et cela, on l'a toujours oublié. Les romans de Bernanos sont des rêves. Les personnages sont déformés par le rêve. Je ne suis pas un écrivain. La seule vue d'une feuille de papier blanc me harasse l'âme. L'espèce de recueillement physique qu'impose un tel travail m'est si odieux que je l'évite autant que je puis. J'écris dans les cafés, au risque de passer pour un ivrogne, et peut-être le serais-je en effet si les puissantes républiques ne frappaient de droit impitoyablement les alcools consolateurs. À leur défaut, j'avale à longueur d'année ces cafés crème douceâtres, avec une mouche dedans. J'écris sur les tables de café parce que je ne saurais me passer longtemps du visage et de la voix humaine dont je crois avoir essayé de parler noblement. Libre aux malins, dans leur langage, de prétendre que j'observe. Je n'observe rien du tout. L'observation ne mène pas à grand-chose. M. Bourget a observé les gens du monde toute sa vie et il n'en est pas moins resté fidèle à la première image que s'en était formé le petit répétiteur affamé de chic anglais. Ces ducs sentencieux ressemblent à des notaires et quand il les veut naturels, il les fait bêtes comme des lévriers. J'écris dans les salles de café ainsi que j'écrivais jadis dans les wagons de chemin de fer, pour ne pas être dupe de créatures imaginaires, pour retrouver, d'un regard jeté sur l'inconnu qui passe, la juste mesure de la joie ou de la douleur. Je ne repousse d'ailleurs pas ce nom d'écrivain par une sorte de snobisme à rebours. J'honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent, après Dieu, de ne pas mourir de faim. J'endure même humblement le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessant outrage est le sel de ma vie. Toute vocation est un appel, vocatus, et tout appel veut être transmis. Ceux que j'appelle ne sont évidemment pas nombreux, ils ne changeront rien aux affaires de ce monde. Mais c'est pour eux que je suis né. Bernanos, à chaque fois que je le lis, il s'adresse à moi. Philippe Delaroche. Par exemple, il a tellement insisté sur l'émotion. J'ai juré de vous émouvoir, d'amitié ou de colère, mais c'est une obsession chez lui. Et il est là, dans ses cafés, dans un vacarme invraisemblable. Il est là au milieu de gens anonymes. Et il écrit sur son cahier d'écolier, et il m'écrit à moi. Et il vous écrit à vous. Encore une fois, il y a un mot qui est curieusement absent du vocabulaire, c'est le mot âme. Or, le mot âme, il court à travers toute l'œuvre de Bernanos. Et aujourd'hui, on s'en détourne parce qu'on pense que, avant d'arriver à l'âme, il y a toujours les soutanes. Et encore une fois, les histoires de curés. Or, Bernanos, ce n'est pas que des histoires de curés. C'est même joué d'une certaine façon un mauvais tour, en densifiant les soutanes. Parce que c'est Léon Daudet lui avait demandé d'espacer les soutanes dans ses livres. Pour ça, je fais l'allusion aux soutanes. Mais cela dit, je crois qu'il a, d'ailleurs, entre parenthèses, insisté sur les soutanes et les curés, parce que justement, c'était les proies favorites du tentateur. À savoir que c'est l'homme qui porte, ou qui est le signe de la croix ou de la passion sur terre, qui peut être le plus gagné par la soumission. Alors je pense à l'âme parce que précisément, Monsieur Wynne, c'est le roman que Bernanos a eu le plus de mal à boucler. Il a mis 10 ans pour l'écrire. Il l'a attaqué alors qu'il venait de finir Journal d'un curé de campagne. Et il a choisi comme personnage, le personnage le plus opposé
qui soit au héros du journal du curé de campagne. C'est-à-dire non pas quelqu'un qui va finir par s'en remettre à la grâce, mais quelqu'un qui va continuer de se contempler lui-même dans sa façon, son refus de la grâce. Et j'aime particulièrement ce roman parce que c'est là que Bernanos a personnifié ce qui guettait l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui. Et là, je voudrais faire allusion à un bref passage qui était déjà dans le journal du curé de campagne et qui, à mon avis, a servi d'une certaine façon à faire le portrait robot du professeur de langue, qui est donc M. Wynne. Beaucoup d'hommes, écrivait Bernanos dans le journal du curé de campagne, n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui leur donne l'illusion d'une véritable destinée. On se dit avec épouvante que des hommes sans nombre naissent et meurent sans s'être une seule fois servis de leur âme. Réellement servis de leur âme, fût-ce pour offenser Dieu. La damnation ne serait-elle pas de découvrir trop tard, beaucoup trop tard, après la mort, une âme absolument inutilisée, encore soigneusement pliée en quatre et gâtée, comme certaines soient, faute d'usage. Bon, M. Wynne, c'est le voyeur de l'âme. Mais ce n'est pas quelqu'un qui choisit son âme. Il la refuse. Et je crois que le drame de l'homme moderne, encore une fois, c'est d'ignorer l'âme tant qu'il continue de reprocher à Dieu, non pas de l'avoir créé, mais de l'avoir créé libre. Et de reconnaître que Dieu vous a créé libre, ça introduit aussitôt l'idée du péché, l'idée du mal. Or, M. Wynne, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, refuse le péché puisqu'il l'épouse. C'est faire corps avec son péché. Or, toutes les tentations que montre Bernanos, jusqu'au suicide, c'est la tentation qu'on peut avoir de subitement faire corps avec son péché et de n'avoir plus que le pouvoir d'être une espèce de co-créateur, c'est une façon comme l'indique Wynne. Il dit je jouissais de voir ces âmes. Genre, ce professeur de langue, à la différence de Bernanos, il n'a jamais recherché l'épopée. Il s'est jamais jeté en avant. Il a regardé autour de lui, il a reniflé. Il a toujours été analytique, d'une certaine façon. Bernanos, c'était un homme d'instinct, un homme sensuel, un homme... c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des pages étonnantes sur Luther chez lui. Et je crois qu'il ne pouvait pas supporter. Pour lui, le diable, c'était effectivement quelqu'un qu'il regardait. Et qu'il regardait souffrir, qu'il regardait jouir, qu'il regardait dans ses crises d'angoisse. Et M. Wynne, c'est l'homme qui regarde et qui vit et qui continue d'avoir un pouvoir, mais qui ne s'en sert jamais, qui ne donne jamais, qui n'offre rien. On s'est beaucoup interrogé sur les modèles qui ont inspiré M. Wynne. Très vite, il a été évidemment débordé par son personnage. On a cité Gide. Moi, je dirais rétrospectivement, et bien sûr sans que c'est pu être dans la pensée de Bernanos, que M. Wynne, c'est peut-être aussi Roland Barthes. Jacques Julliard. Parce que c'est la même démarche que chez Gide, c'est-à-dire une forme de perte de l'individu et en même temps d'échec final de l'individu à travers l'introspection et à travers une volonté de connaissance psychologique qui soit totalement à l'abri des entreprises de son âme, comme aurait dit Bernanos. Je crois que Bernanos est très proche, en définitive, de la jeunesse. C'est que lui-même avait quelques propensions à savoir ce qu'est la déréliction profonde de l'âme. Et je crois qu'une grande partie des jeunes générations connaissent cette déréliction. Et pour aller jusqu'à la grâce et jusqu'à la joie, la véritable joie, il faut avoir été jusqu'au fond de cette déréliction. Et je dirais même que sur le plan humain, Bernanos a été au fond de cette déréliction. Il faut lire ses romans, mais il faut lire aussi sa correspondance. C'est un homme d'angoisse profonde, Bernanos. Et non pas d'angoisse profonde parce qu'il est chrétien, parce qu'il a le sens de la croix et de la rédemption, mais parce qu'il est un pauvre homme, comme nous-mêmes, et que
dans son humanité, il a souffert une angoisse, un degré d'angoisse qu'il n'est pas donné à beaucoup, et à la multitude, en tout cas, de ressentir. Et il y a une phrase qui m'a toujours frappé chez Bernanos, que l'on retrouve dans une lettre à Jacques-Valéry Radot. « La joie vient d'une part trop profonde de l'âme pour que ses racines ne plongent pas dans la tristesse, qui est le fond de l'homme depuis qu'il a perdu le paradis. » Mais à Majorque, l'actualité et l'histoire ont rattrapé Bernanos. Il restera un grand témoin de la guerre civile avec les grands cimetières sous la lune. Cette expérience d'Espagne a été peut-être l'événement capital de ma vie. J'y ai vu de près les dessous de la croisade espagnole et l'épuration franquiste. J'ai pu observer à quelle profondeur le poison totalitaire avait corrompu les consciences catholiques et jusqu'aux consciences sacerdotales. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une grande cause, c'est vrai que cette indignation paraît relever d'un petit peu de l'attitude esthétique du marginal par rapport au bourgeois, du non politique par rapport aux politiciens, choses qui peuvent paraître sympathiques, mais un petit peu creux. Et il faut qu'il y ait une cause. Alors à partir du moment où il y a la guerre d'Espagne, où il y a la Deuxième Guerre mondiale, où il y a des choses comme ça, alors là, le pamphlet, comment dire, au lieu de tourner à vide, tourne à plein. En ce sens, on parle souvent de Bernanos pamphlétaire, de Bernanos romancier, de Bernanos chrétien. Je voudrais dire que pour moi, Bernanos, c'est d'abord le maître du journalisme. C'est-à-dire que la recherche de la vérité dans l'instant, c'est ça sa démarche d'actualité. Le premier venu aujourd'hui, du haut désert, peut liquider en 20 minutes des milliers de petits-enfants avec le maximum de confort. Et il n'éprouve de nausée qu'en cas de mauvais temps, s'il est, par malheur, sujet au mal d'avion. Voulez-vous que je vous dise? Ce qui me fait précisément désespérer de l'avenir, c'est que l'écartèlement, l'écorchement, la dilacération de plusieurs milliers d'innocents soit une besogne dont un gentleman peut venir à bout sans salir ses manchettes, ni même son imagination. N'eût-il éventré dans sa vie qu'une seule femme grosse, et cette femme fût-elle une indienne, le compagnon de Pizarre la voyait sans doute parfois reparaître désagréablement dans ses rêves. Le gentleman, lui, n'a rien vu, rien entendu, il n'a touché à rien, c'est la machine qui a tout fait. La conscience du gentleman est correcte. Sa mémoire s'est seulement enrichie de quelques souvenirs sportifs dont il régalera au dodo la femme de sa vie ou celle avec laquelle il trompe la femme de sa vie. Pourquoi voudrait-on que ce brave garçon ne dorme pas tranquille? Depuis la guerre d'Éthiopie et celle d'Espagne, on trouverait peu de choses que le citoyen catholique revêtu d'un uniforme n'ait le droit de se croire permis. En tout ce qui regarde la guerre, l'Église a de plus en plus tendance à mettre au compte de la collectivité, à inscrire au compte des profits et pertes, tout ce qu'elle ne peut ni approuver ni condamner. Me sera-t-il permis de remarquer en passant que ces prudents distinguos, destinés à faciliter le travail des nonces, aboutissent à favoriser le prestige des idées totalitaires? Si la collectivité, le chef, l'État ou le parti sont reconnus capables d'assumer la responsabilité des actes les plus atroces, au point que le catholique moyen qui les a commis a parfaitement le droit, sa besogne accomplie, d'aller servir la messe et d'y recevoir la Sainte Communion, pourvu du moins qu'il n'ait pas, dans le court trajet du terrain d'aviation à l'église, commis la faute de regarder trop attentivement les jambes de sa voisine d'autobus. Comment voudriez-vous que ce chrétien ne se fasse pas à la longue de l'État omnipotent la même idée qu'un disciple de Hitler? Si la jeunesse de 68 ou la jeunesse de 86 se trouvait être mise en contact de Bernanos, je suis sûr qu'elle marcherait. Ça ne se produit pas pour des raisons qui tiennent à l'actualité, à cet inévitable purgatoire,
à son positionnement d'écrivain catholique, qui lui vaut beaucoup de mécompte aujourd'hui. Mais indépendamment de ça, je pense que le problème pour lui est comme pour Péguy. Le jour où les jeunes rencontreraient ça, ils s'apercevraient que Péguy, ou même que Bernanos, sont leur forme de politique, de moralité. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai de mai 68, c'est vrai des derniers mouvements étudiants. Alors c'est même encore plus écrasant pour les derniers mouvements, parce qu'il y avait dans 68, au moins dans l'expression de 68, un côté doctrinaire, un côté maître d'école, un côté petit-fils de Mao et même de Freud, que je pense Bernanos aurait détesté. Et même si par ailleurs l'inspiration libertaire aurait correspondu à Bernanos. Mais alors pour ce qui est de 86, c'est-à-dire cette politique qui refuse la doctrine et qui refuse en même temps tout ce qui est politicien, alors là ça colle de si près à Bernanos que moi plusieurs fois j'ai pas pu m'empêcher de le citer parce que c'était tout à fait identique. Je me retrouve dans Bernanos dans sa manière qu'il a d'aborder l'actualité, qui est justement non pas d'en faire une sorte de discours sur ce qui est moderne, parce que c'est moderne, simplement il n'y a rien de plus actuel que l'éternel, et il n'y a rien de plus éternel que l'actuel. C'est-à-dire que c'est au-delà précisément de ce qui est de l'ordre de la mode, c'est-à-dire de la génération. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien la notion de génération, c'est-à-dire pour autant qu'il y a des gens qui font prisonnier leur temps et puis qui se l'accaparent. Et ça, je pense que Bernanos, c'est exactement l'inverse. Bernanos est très ancien, c'est nostalgie. C'est pour ça que je le rapprochais de Péguy. Ça n'a rien d'original, évidemment, ce que je dis là. Mais sa manière de se référer à l'Ancien Régime, qui, à mon avis, n'est pas tellement réactionnaire, mais qui est de l'ordre de ce que Péguy appelait l'éternel. Il n'y a rien de moins important que les idées en politique. Et le plus important, je dirais, ce sont les attitudes et les comportements face à l'événement, toujours face à l'événement. Parce que pour ce qui est des idées, pour ce qui est des doctrines, il y en a plein les livres, il y en a plein les rues, ça n'a jamais servi à rien. En revanche, la capacité de réagir à l'événement, j'en reviens toujours là, c'est un mot de Mounier, vous savez, il aurait pu être de Bernanos, l'événement sera notre maître intérieur. Eh bien ça me paraît capital. Et de ce point de vue, les attitudes qu'il définit, c'est-à-dire ce qu'il appelle une politique de l'honneur, mot qui est lui aussi très vieilli, me paraît très exactement ce que recherchent aujourd'hui tous ceux qui ne se retrouvent pas dans les formes actuelles de la politique. Et là, on les retrouve aussi bien à gauche qu'à droite. Autant le débat gauche-droite n'est pas au centre de l'œuvre de Bernanos, lui-même le dit constamment. Il dit il y a une bourgeoisie de droite, il y a une bourgeoisie de gauche, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un peuple, et le peuple n'a ni de gauche ni de droite, il est le peuple. Et si vous voulez, quand il dit qu'il y a une politique de l'honneur, ça ne veut pas dire que c'est une politique, simplement de panache et d'épée au vent. Quand il dit que cette politique de l'honneur vaut politiquement mieux que l'autre, ça veut dire que c'est pas simplement une politique idéaliste, c'est une attitude démocratique d'une certaine manière. Et enfin, alors j'en viens à ce qui à mes yeux est l'essentiel. Politiquement, ce que j'aime chez Bernanos, c'est sa capacité de trahir son parti, et dans laquelle je me retrouve tout entier. Je crois que Bernanos montre que l'intellectuel est toujours un homme engagé, c'est vrai, ça reste vrai même dans notre époque, mais je dirais que c'est un homme dont les caciques de son parti doivent savoir qu'ils ne peuvent pas compter sur lui, sauf pour les critiquer. Je veux dire que l'efficacité politique d'un intellectuel, à plus forte raison d'un écrivain ou d'un romancier, tient moins à sa capacité d'illustrer les causes qui sont les siennes que sa capacité de remettre en cause ses idées, non pas pour les détruire, mais pour les épurer. Et on n'est efficace que contre ses propres idées. Contre les idées des autres, on n'a pas une efficacité très grande. En revanche, quand Bernanos, parce qu'il est monarchiste, parce qu'il est lié à la droite, dit, après un certain temps de réflexion, ce qu'il a à dire sur la guerre d'Espagne, ça a un écho infiniment plus grand que la myriade d'écrivains de gauche, dont j'oublie jusqu'au nom aujourd'hui, qui ont pu déblatérer sur la guerre d'Espagne.
Et inversement, je dirais qu'un homme de gauche, quand il est capable de dénoncer le stalinisme, a infiniment plus d'efficacité que le Figaro Magazine. S'il y a quelque chose qui me relie fondamentalement à Bernanos, c'est la capacité de résistance aux grandeurs d'établissement, mais surtout à ses propres grandeurs d'établissement. Je suis envoûté par certains de ses livres, par certains de ses romans, que ce soit L'Imposture, que ce soit Le Soleil de Satan, que ce soit La Joie. Il n'y a pas un livre de Bernanos qui ne me touche au plus profond. François Mauriac. Je suis moins séduit par l'auteur du Grand Cimetière sous la Lune. Je trouve qu'il part toujours magnifiquement dans ces livres-là, et puis que sa pensée se perd un peu dans le sable. Il suivait une espèce de songe, c'était une sorte de dormeur éveillé, sans aucun véritable contact avec le réel, et avec une vue de la France qui était, à mon avis, tout à fait irréelle. J'ai quitté l'Espagne en 1937 pour rentrer en France. La déroute des consciences y faisait prévoir celle des armées. La triple corruption nazie, fasciste et marxiste n'avait presque rien épargné de ce qu'on m'avait appris à respecter et à aimer. J'ai quitté presque aussitôt mon pays. Il n'était plus possible à un homme libre d'y écrire, ou même seulement d'y respirer. J'ai été d'abord au Paraguay, puis au Brésil. J'ai vécu l'année qui a précédé la guerre dans une fazenda, solitaire, avec ma femme et mes enfants, loin du chemin de fer et des routes, sans autre compagnie que celle de nos chevaux et de nos vaches. J'ai écrit alors « Nous autres Français » et « Scandale de la vérité », afin d'essayer d'éclairer mon pays. 1938, donc installation en Amérique du Sud pour 8 ans. Alors, c'est un grand tournant dans la vie de Bernanos, non seulement parce qu'il s'exile, mais aussi parce que pratiquement il n'écrira jamais plus de romans. Oui, il achève Monsieur Wynne, commencé en 1931, et à partir de ce moment-là, il avait 2 projets. Il voulait écrire une vie de Jésus, qu'on lui demandait depuis longtemps, et il voulait écrire aussi un livre sur Martin Luther. Et il a jugé, compte tenu des événements de l'époque, que c'était beaucoup plus urgent d'essayer de témoigner par l'écriture que le côté politique. Et ça a été un sacrifice extrêmement dur pour lui. Parmi toutes les expressions qu'il a eues, il a eu celle-ci. Il a dit « Les romans, eux aussi, peuvent mourir à la guerre ». Un de ses amis, vous rapportez ce témoignage dans votre biographie de votre père, un de ses amis moines bénédictins, dont Paul Gordon, écrit « En vérité, il vit uniquement pour rendre témoignage, et c'est chose étrange de voir à quel point ce très grand artiste se soucie peu d'art ou d'artifice, tout en lui est noblesse humaine et virilité de nature. » Et toute sa vie, les 10 dernières années de sa vie, qui vont coïncider avec ces 10 années terribles pour l'Europe et pour le monde, ne sont plus que des années de témoignage, et d'un témoignage militant. Absolument. Et c'est là où il y a ce grand thème qui pourrait pratiquement rassembler tous les écrits de Bernanos au Brésil, c'est la vocation spirituelle de la France, dans laquelle il explique que si la France n'est plus une nation qui militairement soit la première, elle reste toujours redevable vis-à-vis du monde de la vocation spirituelle. Georges Bernanos. Le monde ne sera sauvé que par des hommes libres. En parlant ainsi, je reste fidèle à la tradition de l'Europe. Je rends témoignage à la tradition de mon pays. Il ne fut pas seulement, au cours des siècles, la raison lucide, mais le cœur enflammé de l'Europe. Je suis d'accord avec les hommes du XIIIe siècle, comme avec ceux du XVIIIe, avec Saint Bonaventure, comme avec Pascal comme avec Jean-Jacques Rousseau. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Il faut faire un monde pour les hommes libres. En 1945, à la demande du général de Gaulle, Bernanos rentre en France, plein d'espoir. Il espère qu'une renaissance spirituelle va succéder à la défaite et à la honte de la défaite. Et à nouveau, il tombe de haut. Oui, alors c'est la même déception qu'en 18. Peu avant son retour du Brésil, il a cette expression à propos de la résistance. Il dit, pendant la guerre, la résistance a été la France debout. Après la guerre, la résistance doit être la France en marche.
Et alors c'est la grande déception. Hein, et c'est de nouveau, il aurait pu rentrer en France, la guerre finie, et écrire des romans, hein, puisque la guerre était finie. Eh bien non, il continue ce combat, parce que pour lui, la guerre n'est pas finie, en fait. La guerre continue. Vous écrivez dans votre biographie « Une violente colère, voilà sous quel signe Bernanos allait affronter les 3 dernières années de sa vie. » Il a travaillé quasiment jusque sur son lit de mort, car le dialogue des Carmélites a été terminé le 15, aux environs du 15 mars 48, et il est mort le 5 juillet 48, et son dernier article date du mois de juin 48. C'est vraiment un homme qui est mort à la tâche. Et ce qui est dommage, enfin, qui est triste, c'est qu'en même temps, cette colère n'ayant pas été comprise par les Français, n'ayant pas été comprise pour certains de bonne foi et d'autres parce qu'ils voulaient vraiment être aveugles, fait que Bernanos est mort assez seul, vous savez. Hein, parce qu'à la fin de sa vie, il passait pour une Cassandre, un annonciateur d'Apocalypse, toujours mécontent, toujours exigeant, et on peut dire qu'il est mort, seul. Hein. Silence. Tu veux bien, Gérard, fermer les 2 portes jardin, s'il te plaît? Oui. Merci. Sortie du prêtre. Vas-y, Gérard. Gilles Das-Bourdet, vous dirigez les répétitions du dialogue des Carmélites que la Comédie Française reprend. C'est la première œuvre de Bernanos que vous montez ? Oui, c'est d'ailleurs, à ma connaissance, sauf à faire une adaptation, la seule œuvre qui puisse se prêter au théâtre, encore qu'il s'agisse, comme vous le savez sans doute, d'un scénario de cinéma dont on a fait plusieurs adaptations théâtrales. Celle-ci sera une nouvelle adaptation. Et vous êtes familier de l'œuvre de Bernanos ? Pas du tout. Mais alors, absolument pas. Je n'avais jamais lu une ligne de Bernanos avant que Jean Le Poulain ne me propose de monter cette œuvre. Mais pour moi, c'est une découverte assez capitale, au moins en ce qui concerne mon plaisir de lecteur. Je crois que avec Céline et Proust, pour moi, je vais sûrement choquer des gens ou des admirateurs d'autres auteurs, mais c'est sûrement un des plus grands romanciers du XXe siècle. Et vous trouvez que c'est une œuvre qui parle à notre temps ? Je pense bien entendu que oui. Je pense que les thèmes qui sont ces thèmes et presque ces obsessions, c'est-à-dire l'angoisse de la mort, le rapport de l'enfance et de la mort, les rapports des hommes les uns avec les autres, coupés de la perspective de Dieu, ou lorsque l'on introduit la perspective religieuse, sont des choses qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et stylistiquement, c'est aussi un écrivain tout à fait moderne. Avez-vous une réclamation à formuler ? Que pourrions-nous réclamer, puisque nous ne disposons déjà plus de rien ? Mais il est indispensable que vous nous procuriez des vêtements, puisque vous nous interdisez de porter cela. Pas. Et vous en suppressiez de quitter ces défroques et de vous habiller comme tout le monde ? Je vous répondrai bien que ce n'est pas l'uniforme qui fait le soldat. Mais nous n'avons pas d'uniforme. Et qu'est-ce que je dis là ? Sous n'importe quel habit, nous ne serons jamais que des servantes. Le peuple n'a pas besoin de servantes. Hein. Mais il a grand besoin de martyrs. Il
c'est un service que nous pouvons quoi? Assumer. Et c'est un service que nous pouvons assumer. Bah, en des temps comme celui-ci, mourir n'est rien. Vivre n'est rien, c'est cela que vous voulez dire. Car il n'est plus que la mort qui compte lorsque la vie dévaluée jusqu'au ridicule n'a pas plus de prix que vos assignats. Donc tu te retrouves ici, d'accord? On fait ça, on enchaîne. On reprend où, Gildas, là? Juste là où je vous ai arrêté. Maria Népin. Ce rôle, il a été écrit avec une énorme sincérité, je crois, par Bernanos, qui était particulièrement touché par ce qu'il raconte à travers Blanche de la Force, c'est-à-dire la peur de l'enfant, mais cette peur qui serait restée même quand l'enfant devient adulte, c'est-à-dire Blanche, et cette honte de la peur. Et j'ai l'impression qu'il a connu ça très bien. Enfin, il en parle souvent de cette peur-là. Sur la peur, je crois que tout le monde peut connaître ça. C'est une chose qui concerne tout le monde. Il y a évidemment la peur de la mort, qui est une chose que tout le monde connaît, qu'on enfouit, dont on plaisante, vis-à-vis de laquelle, je pense, on a des attitudes différentes, en apparence. Mais profondément, je pense qu'on est tous très concernés par ça. Et qu'on a des tas de situations quotidiennes dans lesquelles on a peur. Donc ça, je crois qu'on peut très bien faire passer ça. Alors, attention, silence. Geneviève, quand tu veux. Mes filles, venons-en à ce qui nous rassemble. Je propose que nous fassions ensemble le vœu du martyr. Pour mériter le maintien du Carmel et le salut de notre patrie. Je me félicite de vous voir accueillir cette proposition aussi froidement que le Seigneur m'inspire de la faire. C'était en 1978 et je dirais que je l'ai découvert un peu par hasard. Encore que, comme dirait Bernanos, le hasard n'existe pas et qu'il est l'alibi des imbéciles. Luc Balbon. Je venais d'un milieu pauvre et je militais à l'époque au Parti communiste. J'avais été invité dans un cercle où un conférencier devait parler de Bernanos. Ce conférencier était le fils de Bernanos, même Jean-Loup Bernanos. Et ce soir-là, avec quelques amis, nous avions décidé que Bernanos ne passerait pas, parce que nous avions reçu l'image d'un Bernanos fasciste, l'image d'un Bernanos antipopulaire, anti-gauche, royaliste et antisémite. Donc j'avais été l'après-midi dans une bibliothèque, sans avoir rien lu de Bernanos, je précise. J'avais été l'après-midi dans une bibliothèque pour trouver dans quelques-uns de ses ouvrages des traces de son fascisme et attaquer ce conférencier le soir même. J'ai sorti 2 livres, des rayonnages de bibliothèque. J'ai sorti Nous autres Français et La liberté pourquoi faire, qu'il a écrit en 1948. Puis là, je me suis mis à les lire d'une façon en diagonale, comme on dit, des lectures superficielles. Et là, ça a été le grand choc, la grande découverte. À savoir que je me suis aperçu en lisant des phrases que cet idéal qu'il recherchait, c'était aussi le mien, c'était aussi le nôtre, celui de mes compagnons, 10 ans après mai 68, puisque nous étions en 1978. J'aimerais que Bernanos, ou qu'il y ait un Bernanos qui revienne dans notre presse pour nous donner une opinion sur tous ces faits de société, les nouveaux pauvres, le chômage, la montée de l'intégrisme religieux, enfin tout un tas de choses comme ça. Oui, ça j'aimerais. Je crois qu'actuellement, il n'y a pas quelqu'un d'aussi courageux et d'aussi visionnaire. Pour être trivial, sa grande gueule nous manque. Une vie, une œuvre, Georges Bernanos, une émission de Laurence Cosset. Avec la participation de Béatrice Beck, romancière, des écrivains Hubert Juin et Jean Edernalier, des essayistes et journalistes Jacques Julliard, Gérard Leclerc, Luc Balbon, du journaliste et romancier Philippe Delaroche. Texte lu par Catherine Laborde,
Emmanuel de Chartres, Pierre Santini. Archives de la phonothèque de l'INA. Enregistrement et mixage, Marie-Dominique Bougot, Marie-Claire Lopez, Christian Fontaine. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.